c'est parti. Je vais pas le garder. Attends, juste pour... Bon, vous êtes super studieux, hein. On ne vous a même pas dit qu'on allait commencer. Tout le monde est assis, silence, bravo. Bon, bah, on va commencer alors. Merci à tous d'être là. Alors, je suis désolé hein, pour le fait de parler un peu avec le nez. Merci à tous donc d'être là pour cette 5e édition quand même du baromètre programmatique. On va commencer déjà par remercier Philippe, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous accueille dans ses anciens bureaux. Philippe, malheureusement, a subi une petite opération. Rien de grave, je vous rassure, il va très bien, mais il ne pouvait pas être là. Voilà. En tout cas, donc, Philippe, qui est donc, responsable de la commission programmatique et qui pilote maintenant, depuis 3 ans, ce baromètre, avec Jeff. Jeff, de la société Atomic, qui nous permet de faire ce baromètre programmatique depuis maintenant 3 ans à peu près, un peu plus, 3 ans et demi. 5e, ouais, parce que comme on a des semestriels, évidemment. Voilà, dans le groupe aussi, cette année, je voulais remercier Sylvain Bernard de Xander Microsoft. Je ne sais pas si on dit encore Xander Microsoft, enfin bon, on va dire Xander Microsoft. Fabrice de Gamme, aussi, toujours très actif. On avait qui aussi? On avait Magnight, Valérie, je ne sais pas si Valérie est là aujourd'hui, mais voilà, très active aussi. Et la dame au fond là-bas, ouais. Véronique Piquant de Equative, merci beaucoup. Donc voilà. Donc c'est un travail collectif. Peut-être que cette année, vous allez voir, il y a des petits changements. On a essayé, alors comme toujours, hein, la volonté, je vais me mettre là, parce que franchement, j'y arrive pas, sinon tant pis pour le câble. C'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'avec ce baromètre, ce qu'on veut, c'est pouvoir vous donner une meilleure visibilité de ce marché qui est quand même complexe, donc une vision beaucoup plus granulaire, et essayer d'aller un peu plus en profondeur. Vous le savez, il y a l'Observatoire de l'e-publicité. Peut-être qu'on peut montrer la slide suivante. Nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, et je pense que c'est important de le préciser, c'est cette grande case-là qui s'appelle le display. Et à l'intérieur du display, ce qu'on va regarder, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, ce qu'on va regarder, c'est cette partie ici, qui s'appelle le programmatique, là, que vous avez là. Et dedans, il y aura le display, qui est l'équivalent du display classique tel qu'il est traité par le SRI. Vous avez la vidéo, mais sans YouTube et sans les broadcasters, donc à prendre avec quelques précautions quand même. L'audio, par contre là, on est pas mal. Et puis, le natif programmatique. Et là, peut-être que je vais laisser à Jean-François la parole et qui va continuer à dérouler la présentation. Peut-être déjà nous donner un peu une explication sur pourquoi nous avons nommé ceci le natif programmatique. J'y viens. Merci Arthur. Bonjour à tous. Et simplement sur le périmètre, tu l'as rappelé Arthur, hein, c'est écrit là en vidéo, pas de YouTube, pas de chaîne de télévision. Je rappelle aussi qu'on travaille hors social, donc hors Facebook, Instagram, TikTok, hors Amazon, Properties Amazon aussi. Je pense à Twitch en particulier. Ouais, tu parlais du native. Peut-être revenir en détail sur la définition des 4 segments sur lesquels on travaille. Donc display, on est sur des choses qu'on connaît tous, hein, bannière, habillage de site. Vidéo, on va grouper la vidéo in-stream et la vidéo outstream. Sur l'audio, on capture aujourd'hui de la data sur tout ce qui est web radio, streaming musical et podcast, en applicatif et donc en web mobile aussi. Et natif programmatique, qui est en effet quelque chose d'un tout petit peu complexe. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la slide précédente, mais le SRI n'identifie pas vraiment de segments natifs. Ils sont sur quelque chose qui est transverse à leurs différents segments. Nous, on préfère l'isoler vraiment comme un segment à part. Il a une vraie particularité, c'est qu'il est très perf. Par rapport à ce qu'on peut trouver côté display. Et côté vidéo, on a une définition qui est un tout petit peu compliquée pour essayer de clarifier de quoi on parle. Donc on parle de création publicitaire modulaire. Donc en gros, on parle de texte, images en général qui sont combinés et qui vont être mis en forme pour se fondre dans le contenu de la page d'un éditeur. Alors pour faire simple, nous, c'est de la data qu'on va capter des SSP qui vont eux-mêmes la flaguer, la désigner comme native ou pas. Ce qui est un petit peu compliqué dans le natif, c'est que quand vous êtes acheteur, vous pouvez acheter
du native, mais nous on peut le retrouver en display, en bout de chaîne, parce que ça va être diffusé dans une bannière relativement standard. Vous pouvez aussi acheter du display. Pensez à acheter du display, ça va sortir en natif parce que ça a été mis en forme, donc il y a vraiment une transformation. Le long de la supply chain, on regarde, nous, le native, avec les yeux des régies, des éditeurs. Baromètre, on travaille avec une quarantaine d'une quarantaine de régies qui sont actives en France, et donc on agrège, qu'on anonymise pour vous présenter les chiffres que vous allez voir. Et cette donnée, elle est tirée des 13 SSP plateformes qui sont listées plus bas sur la slide. Je vous laisserai les revoir quand vous aurez le document dans les mains. En termes d'agenda pour aujourd'hui, on va partir sur une synthèse globale. On va ensuite travailler sur regarder ce qui se passe au niveau de la demande par secteur, par annonceur, par bidder DSP. Derrière, on parlera de format, on parlera de CPM, on parlera des types de deals, d'open auction, de programmatique garantie. On fera un petit détour par la curation, Curated Marketplace. On combinera les deals et les formats. On finira par ce qu'on appelle les supply paths pour regarder comment se porte Prebid par rapport à sa concurrence. Alors, sans plus attendre, je vous invite à découvrir les chiffres en synthèse pour l'année 2022. Et on annonce, vous le voyez, alors je ne l'ai pas dit au départ, on va essayer de travailler systématiquement sur nos 4 segments, donc display, vidéo, native, audio. L'idée étant de faire une analyse qui est relativement granulaire sur chacun des 4 types. Et on découvre donc ici les chiffres d'évolution annuelle sur nos 4 segments. On est donc à moins 15% 2022 versus 2021 sur le display, moins 5 sur la vidéo, moins 2 sur le native. Et l'audio, complètement à part, plus 22%, format émergent, encore en croissance, et donc qui échappe au climat négatif que vous voyez sur la slide. Je rappelle juste qu'on s'est vu il y a un an pour faire le bilan 2021, qu'on annonçait des chiffres très positifs. On était à plus 18, plus 21, plus 19 sur les 3 premiers segments. C'est donc un vrai retournement. Et retournement qui s'est accentué au 2e semestre, en réalité à partir de mai-juin 2022. Si je vous donne les chiffres du 2e semestre, vous allez voir qu'ils sont assez marquants. On est à moins 18 sur le display. On est à moins 8 sur la vidéo. Alors assez étrangement, vous allez voir, on est à plus 2 sur le native. Pourquoi plus 2 sur le native? Parce que je vous l'ai dit au départ, c'est un format qui est relativement tiré par la performance, les campagnes à la performance, et que la performance dans la conjoncture qu'on connaît, c'est une valeur refuge. Donc ces chiffres négatifs, on nous a beaucoup posé la question, hein, on ne les attribue pas du tout à un essoufflement du programmatique à ce stade. Mais complètement à la conjoncture qu'on connaît tous, et le climat macroéconomique. Hein, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on est tous au courant. En termes des parts de voix qu'on observe sur le périmètre du baromètre, vous voyez, on est en perte de vitesse sur le display qui perd 3 points, ce qui bénéficie à la vidéo plus 1, au natif plus 1, et à l'audio plus 1. Vous n'avez pas de chiffre global, on n'a pas voulu l'écrire. Encore une fois, on fait des analyses par segment. Ce n'est pas forcément représentatif de vous donner un chiffre global. Quand on mélange le poids de ces différents segments, ça ne correspond pas à la réalité d'un acteur en particulier. Néanmoins, vous pourriez faire le calcul tout seul en multipliant les évolutions par les différents poids. Vous arriveriez à quelque chose aux alentours de moins 10% sur l'année 2022. Si on regarde ce qui se passe en termes de valeur-volume, vous constaterez que sur le display et la vidéo, on est tout simplement en perte de vitesse sur les 2 aspects. Je reviens encore à ce qu'on se disait l'année dernière, on était à plus 15% en moyenne sur les CPM. Là, vous voyez que sur les deux formats majeurs, on va être à moins 10%, moins 3%. Donc une baisse clairement en valeur qui s'accompagne, on a un double effet ici, qui s'accompagne d'une baisse en volume. L'audio, toujours très à part, je parlais d'un format émergent, un marché qui est en croissance. Là, on va retrouver les archétypes d'un marché qui naît avec une forte augmentation sur les volumes. Et la baisse des prix ici, qu'il ne faut pas attribuer, on y reviendra plus tard sur les CPM, à la conjoncture. On vit quelque chose de complètement différent de ce qu'on voit sur le display et la vidéo, mais plutôt au fait que les prix vont se rationaliser.
On voit que le CPM du native progresse. On parlera aussi des CPM plus tard. Le CPM du native, il est nettement plus bas que ce qu'on voit en display vidéo. Encore une fois, on capte beaucoup de formats perf assez simples. Et donc, on a vu le CPM du native progresser un tout petit peu cette année. Alors, juste avant de passer à la suite, on va passer à la demande. On a l'habitude de vous faire un petit arrêt sur image sur tout ce qui est device. On a décidé de ne pas le faire cette année pour simplifier la présentation de manière très succincte. J'ai regardé les chiffres en fin d'année, on est à plus de 60% des investissements sur le mobile, donc qui est clairement aujourd'hui devant le desktop. Et ce qu'on voit apparaître, vous voyez l'audio qui monte, ce qu'on voit apparaître dans nos terminaux pour la première fois, de manière un petit peu significative, c'est tout ce qui est smart speaker. Donc c'est intéressant à relever. On va passer à l'analyse par secteur. Et on va rester un tout petit peu sur la demande. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, ce sont les investissements par secteur, par deux voies en 2021. Sur la droite, vous l'avez pour 2022. Donc, on est sur un marché qui est clairement dominé par le retail, la distribution et l'automobile. Ceci étant, il y a des changements assez importants. Premier changement, c'est tout ce qui est voyage, tourisme, qui va monter fortement, qui devient notre troisième secteur. On partait de 5 points l'année dernière, on arrive à plus de 8 points cette année, donc on est vraiment dans la période post-Covid aujourd'hui, avec tout ce qui est tourisme qui connaît un fort rebond. En revanche, on voit des baisses, on voit des petites flèches pour attirer votre attention, et des baisses assez marquées sur tout ce qui est CPG, Consumer Packaged Good, donc on parle beaucoup d'alimentaire dans le CPG, et des baisses aussi sur tout ce qui est électronique grand public. Donc on est sur des baisses de quasiment 2 points. Et je fais le lien évident avec la conjoncture dont je parlais au début, l'inflation sur les prix des matières premières, les difficultés sur tout ce qui peut être supply chain. Et on voit que ça pèse définitivement sur certains secteurs de manière prononcée. C'est moins visible sur la slide, mais regardez l'automobile. On était à 12,7 l'année dernière, on reste en deuxième position, on est en 6, mais on perd quand même 1 point sur l'automobile. Donc c'est aussi un secteur qui faiblit. Et pour vous donner un ordre d'idée, on parle ici en part de voix, c'est pas forcément facile de se rendre compte, mais l'automobile qui perd 1 point dans ce classement-là, c'est en réalité moins 20% sur les investissements bruts de l'automobile qu'on constate sur notre périmètre d'une année sur l'autre. Donc moins 20%, c'est quand même significatif. Arthur parlait de granularité, volonté de partager des chiffres en allant un petit peu plus loin chaque année. Voilà un bon exemple. On vous casse ici pour les 10 plus gros secteurs les investissements par format. Donc display, vidéo native, on n'a pas mis l'audio. Vous ne le retrouverez pas dès qu'on parle de marque. Pourquoi? Parce qu'on ne capte pas encore assez de données pour mélanger audio et marque. Ce sera le cas l'année prochaine. Et donc ce que vous avez constaté ici, c'est qu'on est finalement sur des comportements qui sont assez similaires entre les différents secteurs, aux alentours de 60% en général sur le display, une trentaine de pourcents en vidéo. C'est le textile qui va être le plus gros investisseur sur le format display. S'il y a un secteur qui se démarque, c'est celui du CPG, qui est beaucoup plus actif en vidéo que les autres secteurs. Alors on est allé voir les marques en particulier qui se démarquent sur la vidéo, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'entre elles dans le secteur qui dépensent plus de 80% de leur budget ou qui sont à la frontière des 80% en vidéo. Donc j'ai noté ici par exemple Nestlé, P&G, Danone, Panzani, Ferrero, Reckitt, voilà, toutes ces marques-là dépensent plus de 80% de leur budget en vidéo. Peut-être faire l'affiliation avec la présence de ces marques à la télévision hors du programmatique. On va maintenant regarder les annonceurs. Hop, donc on reste sur le même dispositif, 2021 à gauche, 2022 à droite. Quand je parle d'annonceurs ici, je ne parle pas de marque. Typiquement, vous allez trouver du L'Oréal. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'agréger toutes les marques du groupe L'Oréal sous l'annonceur L'Oréal. Donc, en regardant ce qui se passe à droite, Renault Orange qui domine le classement, c'est la même chose que l'année dernière. Dans ce qui change, Google qui monte fortement, qui était plus bas, ils étaient 10e l'année dernière, ils sont 3e cette année. Donc grosse montée de Google sur le podium.
Petit point de vigilance toujours sur Google quand même. Comme vous le savez, c'est une société qui fait beaucoup d'adtech. Et quand on capte les informations sur les marques, à partir des SSP, il y a certains SSP qui s'intéressent aux URL de clic dans les créatives. Google faisant de la tech, parfois on peut avoir des URL voilà, qui emportent le nom de Google de manière erronée. Donc on pense qu'on surestime toujours un petit peu la part de voix de Google. Ceci étant, le fait qu'ils étaient 10e l'année dernière et 3e cette année, on avait le même problème ou le même biais, je dirais, l'année dernière. Donc c'est une véritable montée de la part de Google. Dans les montées, vous trouverez ici Expedia. Et je parlais de la montée du tourisme et du rebond post-Covid. Expedia en est une excellente illustration. Je parlais de la baisse de l'automobile. Renault qui reste premier, mais regardez qui passe de 3 points à 2,4. Et Stellantis qui était 5e et que vous allez retrouver en 10e position. Alors il y a un groupe automobile qui est un petit peu à contre-courant, qui est Volkswagen, qui monte un tout petit peu dans le classement, qui rentre en 6e position alors qu'ils étaient hors du top 10 l'année dernière. Si vous regardez encore plus précisément, on a de nouveaux entrants, L'Oréal, EDF qui rentre. Plus marquant, moi j'ai trouvé, c'est la sortie de P&G. P&G qui était 6e l'année dernière, que vous n'allez pas retrouver dans le top 15 cette année. En réalité, ils sont 23e, avec aux alentours de 0,5% de part de marché. Donc vous voyez que c'est assez serré, hein, dès qu'on sort du top 15, évidemment, c'est très ramassé. Mais voilà, passer de la 6e place à la 23e, ça illustre ce qu'on disait sur le ralentissement des investissements du côté du CPG. On prend un peu de recul. L'année dernière, le top 15 était à 18%. On est à 18,4% cette année. Ça se resserre un tout petit peu. Le top 15 qui porte plus de budget, encore plus marquant. Si on prend 80% des investissements, l'année dernière, on était à 350 marques. On va être à 320 marques cette année. Donc clairement, un marché qui se resserre un peu. Des annonceurs qui sont moins présents en volume. Et là encore, assez cohérent avec le discours autour de la conjoncture. Granularité, on pense à Arthur. Et là, on vous casse le top 10 marques, encore une fois, par format, display, vidéo native. On exclut l'audio. Alors ça, je vous laisserai peut-être le découvrir. Hein. Vous aurez le document. Ce que vous allez voir, c'est que Renault et Volkswagen sont quand même assez différents. Renault est très vidéo, Volkswagen est beaucoup plus display. Dans la distribution, vous verrez que Intermarché et Carrefour sont assez similaires, alors que Leclerc, là aussi, est plus présent en vidéo et un petit peu moins en display par rapport à ces deux concurrents. Si vous cherchez l'investisseur qui a la plus grosse part de ses investissements proportionnellement en vidéo, c'est L'Oréal. Et on finit, ça aussi, c'est plutôt pour consulter hors ligne, avec un top 10 display, top 10 vidéo, top 10 native. Vous verrez un Renault en tête sur la vidéo, sur le native. C'est Orange qui domine en display. Différence là aussi entre Renault et Volkswagen. Volkswagen très présent sur le display, mais vous ne le trouverez pas dans le top 10 sur la vidéo. Amazon très display aussi, assez peu présent sur les autres top. Et je parlais de la sortie de P&G tout à l'heure, hein, qui était sortie du top 15. Vous allez le trouver quand même dans le top 10 si on s'intéresse uniquement à la vidéo. Donc c'est des données qu'il est intéressant de regarder dans le détail. Pour finir, le tour de la demande, je vous propose de passer au bidder. Donc on parle des DSP, les technologies qui sont utilisées par les agences, les trading desks, certains annonceurs pour acheter en programmatique. On a un top 5 qui reste inchangé par rapport à l'année dernière, dominé par deux technologies Google, DV360, le DSP Google et Google Ads. Hein. Google Ads, c'est depuis quelques années, je crois, le nouveau nom de AdWords, suivi par Criteo, Xandr et The Trade Desk. Et donc, en cumulé, oui, Google qui capte une partie significative du marché, quasi à 64. Merci pour l'aide, je n'avais pas fait le calcul. On peut regarder et c'est sans YouTube, j'entends dans la salle, en effet, c'est sans YouTube, en effet, donc c'est la présence de Google. Hors YouTube, on imagine que DV360, en effet, gagnerait des points si on incluait YouTube. Là, on offre un peu plus de visibilité et on regarde le top 10. Alors, quand je parle de top 10, je pourrais très bien parler de top 7, hein, parce que vous voyez bien qu'à partir de la 8e position, on passe sous le point de part de marché et que les choses sont assez serrées.
Et si on regarde là aussi un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on voit? On parlait de Google. Oui, DV est fort, mais DV perd 4 points de part de voix entre 2021 et 2022. Alors 4 points, c'est énorme, hein, parce que vous voyez la valeur des parts de voix de la concurrence de DV360. On est largement, en général, en dessous de 4 points. Et donc DV qui est touché un peu plus durement que ses concurrents par la conjoncture et les baisses d'investissement, vraisemblablement, des annonceurs. À l'inverse, Google Ads va monter. Et là aussi, c'est assez logique par rapport à ce que je vous disais, la performance format refuge. On l'a vu sur d'autres études, on parlait d'observatoire tout à l'heure, que le search se porte plutôt bien par rapport au périmètre qu'on étudie. Et le search, évidemment, qui va bien, va alimenter les tuyaux de Google Ads avec les fameuses campagnes natives dont je parlais plus tôt, et donc va permettre à Google Ads ici de monter de 2 points entre 2021 et 2022. Donc intéressant de se dire que si DV perd un tout petit peu, en effet, sur des campagnes qu'on imagine premium, Google Ads permet de se rattraper un tout petit peu sur la partie performance. Intéressant aussi de voir que vous avez 2 acteurs du retail média dans ce top 7. Vous allez avoir Criteo et vous allez avoir Amazon. Et petite évolution des rapports de force que moi je trouve assez significative. Petite baisse de Criteo, montée d'Amazon. Montée d'Amazon avec, alors certes, qui reste hors top 5, 3,7 de part de marché, mais on est sur du quasi 50% de croissance pour Amazon, pour passer de 2,3 à 3,7 en termes de part de voix. Ce serait intéressant de voir comment tout ça évolue dans le temps. C'est aussi intéressant de regarder les sorties, donc des acteurs qui étaient forts historiquement et puis qu'on voit disparaître tout doucement. Vous en avez 2 dans le classement. Mediamat, qui était 12e, qui avait 0,5% de part de voix, qui est passé à 0,3 et qui est donc juste en dessous du top 15. Et on a une baisse assez marquée de Adobe TubeMogul, qui était 13e avec 0,4 et qui passe à 0,16% cette année, donc très, très en retrait. Je parlais de top 7, un marché ultra concentré, vous le voyez, 86% sur le top 5. Si on prend le top 15, on est à 98% du marché. Ça reste très stable d'une année sur l'autre. C'est vraiment des cartes qui se redistribuent entre les principaux acteurs. Donc dans la même logique que pour les annonceurs, on vous fait des classements de DSP par segment, donc display, vidéo, native et audio. DV360, on parlait de YouTube, DV360 premier sur la vidéo avec une part de voix conséquente sur ce marché, c'est vraiment le point fort de DV360. Donc le fait sans doute qu'en effet ce soit connecté de manière assez proche de YouTube fait qu'on héberge beaucoup de campagnes vidéo sur DV360 qui après diffusent dans l'écosystème programmatique Open Web. Criteo, on va les retrouver beaucoup sur le display et sur le native, qui est sur la slide suivante, je vous le montre dans 5 secondes. Ce qui est intéressant, tiens, si je passe quand même sur la slide suivante, hop, c'est de voir Google Ads. Je vous parlais de Google Ads, le search, la résistance du native, la montée de la part de voix de Google Ads. Google Ads, quand on regarde le native, encore une fois classifié par les SSP, avec lesquels on travaille, c'est 44% du marché du native. Et donc, on fait aisément le lien, encore une fois, entre ce business du search, de la performance et les campagnes Google Ads. Donc, c'est je dirais le native, aujourd'hui, ça reste quand même le royaume de Google Ads. Ce qui explique, là aussi, la baisse beaucoup moins forte du native par rapport aux autres segments. Vous avez l'audio. L'audio, je vous disais, un monde à part. C'était sur la première slide. Bah oui, là vous le voyez, c'est-à-dire que si vous comparez les DSP qui sont actifs en audio aujourd'hui versus ce qu'on trouve sur les 3 autres segments qui sont un petit peu plus matures, bah vous avez des noms qui sont quand même très différents. Vous avez alors Hawk qu'on voit quand même sur les autres segments, mais qui est très fort en France sur l'audio. Vous avez du Audion, vous avez du Target Spot, vous avez du AdWiz, donc des acteurs qui sont spécifiques à ce marché. Ça va être très intéressant de voir comment ça va évoluer maintenant que ça devient un marché qui est plus significatif et de voir si les DSP historiques arrivent à s'imposer plus fortement sur ce marché de l'audio. Vous voyez qu'on a du DV, on a du Trade Desk, mais qui sont loin de réaliser les mêmes performances et du Xandr un peu plus bas, qui sont loin de réaliser les mêmes performances que ce qu'on voit sur les autres segments.
assez parlé de demande. On va passer sur les formats. Et donc, on revient sur nos quatre segments. Display vidéo native audio. Dans ce qu'on capte, display vidéo, 80% du marché. Donc, c'est ce qui concentre l'essentiel de la valeur. On vous compare les parts de voix en investissement et les parts de voix en impression. Et ça vous donne quelques informations sur la valeur des CPM. Et vous devinez aisément que le CPM de la vidéo est bien plus important que le CPM du display, que le CPM du native va être en dessous du CPM du display, lui, et que l'audio, regardez, c'est quand même 4% des investissements, 0,5% en volume. Et donc là, vous en faites la conclusion, vous en tirez la conclusion qu'on est aussi sur des CPM qui sont très élevés. Et qu'on est encore une fois sur ce marché émergent. La concurrence n'est pas encore complètement développée, l'offre n'est pas encore complètement à la hauteur de la demande, et donc on garde des CPM qui sont plus élevés que sur les autres formats. Dans le détail, ici on regarde la verticale display, et on regarde donc ce qu'on appelle les formats IAB et leur part de voix. Donc vous avez la définition qui est en bas de slide, un petit format moyen, je ne vais pas revenir dessus. Juste arrêter quelques secondes dessus pour dire que c'est un marché qui reste dominé à 2 tiers, pour les 2 tiers, par les petits formats et les formats moyens qui captent le gros de la valeur et l'essentiel des volumes. J'aurais pu vous sortir la slide 2021, ça aurait été exactement la même chose. Alors on va voir des changements à hauteur de 1 point sur certains formats en plus ou en moins. Mais de ce côté-là, on voit les investissements du display qui ont baissé. En termes de structuration du marché et de format, on est sur quelque chose qui est extrêmement stable. On fait le même exercice sur la vidéo. Et on vous casse le marché en deux, entre la vidéo in-stream et la vidéo out-stream. Donc 76% des investissements pour l'in-stream, donc dominé largement. Là aussi, en termes d'évolution, pas grand-chose à dire. La slide aurait été presque identique l'année dernière. On a quand même regardé les évolutions annuelles en revenus bruts sur nos deux sous-formats. On est à moins 4%. Sur l'in-stream, on est à moins 7% sur l'out-stream. La moyenne, c'est moins 5%. C'est ce que vous avez vu sur la première slide. Donc l'out-stream qui freine un tout petit peu plus que l'in-stream. Faire le même exercice sur les CPM. On devine avec l'inversion des barres que le CPM de l'in-stream est largement supérieur à celui de l'out-stream. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur un rapport de 1 à 4 entre les CPM qu'on constate en out-stream et les CPM qu'on constate sur de l'in-stream. On est véritablement sur un produit qui est très différent, quand bien même les deux s'appellent vidéo. Alors on parlait de CPM, on va plonger dans l'analyse des CPM. On vous présente ici des slides qui sont en base 100. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne en janvier 2021 et on se met à 100, et puis on regarde comment le CPM progresse, évolue par rapport à ce 100 de janvier 2021. Donc ce qu'on voit ici, donc la courbe sombre, on est sur 2022, en plus clair vous êtes sur 2021, vous voyez deux choses. Vous voyez d'abord une saisonnalité assez classique pour du CPM qui va monter au premier semestre, descendre pendant l'été et remonter progressivement sur le deuxième semestre. Ce que vous voyez surtout, c'est le décrochage des CPM sur le deuxième semestre, et donc comme je le disais en introduction, à partir de la fin du deuxième trimestre. On est à moins 10% sur le CPM 2022 versus 2021. Si on se concentre exclusivement sur le deuxième semestre, on n'est pas à moins 10, on est à moins 19. Donc le freinage sur le CPM et la valeur du display est très fort sur le deuxième semestre. Même exercice pour la vidéo, on part de 100 en 2021 et on tire à peu près les mêmes conclusions, à savoir alors bon début d'année malgré tout, avant de se faire attraper par la conjoncture. Saisonnalité classique, la fameuse chute de l'été, et puis un rebond, alors très difficile le rebond cette année en vidéo, puisqu'on voit qu'on monte jusqu'en octobre et qu'on a un vrai fléchissement des CPM en novembre-décembre. On retrouve ce décrochage deuxième semestre qui s'accentue sur la fin d'année. On était à moins 3% au global sur l'année. Si on regarde exclusivement le deuxième semestre, on est à moins 18%. Donc, ils font écho au moins 19% du display. Là aussi, gros coup de frein sur la valeur de la vidéo au deuxième semestre.
native, un petit peu différent, je vous le disais, beaucoup de perfs, beaucoup de Google Ads. Donc on est finalement assez aligné avec ce qui s'est passé l'année précédente. Vous voyez qu'on est, on est même très en ligne sur les CPM avec l'année précédente. C'est vraiment sur la fin d'année, on avait constaté une petite baisse à la fin du 4e trimestre en 2021 qu'on ne constate pas cette année, et c'est ce qui va expliquer le plus 9% au global. Encore une fois, performance des CPM qui ont assez bien tenu avec la concurrence au sein de Google Ads en particulier. Petit bémol, hein, vous ne voyez pas les valeurs réelles. Je rappelle que le CPM du native est quand même nettement en dessous de ce qu'on constate typiquement en display. Je finis avec l'audio et on change de monde. Oui, on est à -7 au global, mais vous êtes sur une courbe qui a plus grand-chose à voir. Et je vous disais, on est sur un marché qui se démocratise, sur lequel on a l'offre qui grossit, et donc on va avoir des prix qui se rationalisent. Donc vous voyez cette baisse continue des CPM sur l'audio, voilà, c'est vraiment lié à l'ouverture des inventaires sur le podcast en particulier, qui crée un appel d'air et donc qui va tirer les prix vers le bas sur le CPM audio. Là aussi, retrouvons-nous dans quelques mois, dans un an, pour voir si la tendance se confirme. Alors sur les CPM, je vous montre des chiffres en base 100. Je parle aux membres Alliance Digitale. Vous allez avoir une version qui est différente, qui vous sera envoyée après la présentation. Deux différences majeures. Un, on ne parlera pas en base 100. Vous aurez les CPM exacts, réels, et vous pourrez constater les différences entre les différents formats. Et puis on nous a un petit peu critiqué dans le passé pour ne parler qu'en moyenne. Pas forcément facile de se comparer avec des moyennes. Donc on a conduit un exercice beaucoup plus précis cette année. Alors vraiment, quand vous avez la presse, foncez sur cette section. La slide est super intéressante. Vous allez retrouver par format. Donc on parle des petits formats, des grands formats. On va parler de la vidéo in-stream, out-stream. Vous allez avoir les CPM détaillés. Et vous allez avoir des bandes de prix avec des écarts types. Et ce que vous allez constater, c'est qu'on est très resserré sur les prix, typiquement en outstream, et très ouvert en in-stream, avec des prix extrêmes en termes de valeur, et des prix qui sont assez bas aussi sur le marché. Donc c'est une slide qui est super intéressante et que je vous invite à consulter quand vous aurez reçu le document à l'issue de cette présentation. On va parler de type de deal. On va parler de 4 types de deals pour commencer. Je rappelle juste les définitions pour ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore habitués. Programmatique garantie, on est sur du volume garanti et des prix qui sont fixes. Pour caricaturer, hein, c'est le gré à gré du programmatique. Les preferred deals, on va être sur des prix fixes, volume non garanti, mais priorité à l'affichage par rapport à l'open auction. Le private auction, où on est sur des prix flottants sans garantie de volume. Et donc l'open auction qui est l'enchère classique. Donc qu'est-ce qu'on voit cette année? Plusieurs choses. On voit que l'open auction baisse un tout petit peu. Gardez ça pour dans quelques slides. On regarde ici des chiffres avec les yeux des éditeurs. Donc c'est ce qu'on capte vraiment dans les SSP. Je vous en reparle dans 5 minutes, vous comprendrez la nuance. Mais 74.3, voilà, c'est le chiffre qu'on constate chez les éditeurs cette année en open auction, donc en légère baisse par rapport à ce qu'on a constaté l'année précédente. Dans les baisses, et en réalité baisse plus marquante, c'est la baisse du private auction qui passe de 7% à 3,3%. Si vous regardez ce qu'on a annoncé précédemment dans les baromètres, dans le baromètre de 2020, je crois, on était à 10% en private auction. Donc on est vraiment sur une chute du type de deal. On peut l'associer à deux choses. C'est un type de deal qui est un petit peu entre deux eaux, entre le PG d'un côté et l'open auction, qui a quand même du mal à trouver sa place sur le marché. Et puis surtout, il est relativement abandonné par certains gros acteurs sur le marché, ce qui fait qu'il est en net recul. Dans les hausses, petite montée du preferred deal, surtout montée impressionnante du programmatique garanti, qui atteint 11,5% de part de voix cette année. Là aussi, si on regarde en arrière, on était à 6% en 2019, et donc on a quasi doublé la part de voix du programmatique garanti en l'espace de quelques années. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une conjoncture qui est assez difficile et de baisse d'investissement. En brut, on a une augmentation sur l'EPG. On est sur une croissance brute du chiffre cette année sur le programmatique garanti.
donc qui nous a invités d'ailleurs à le regarder un petit peu plus précisément. Et donc ce qu'on a fait sur cette slide, c'est on vous donne la part de voix au mois le mois sur l'année 2022 du programmatique garanti. Vous voyez deux choses. Vous pouvez superposer deux courbes. En fait, vous pouvez superposer une courbe de croissance continue qui traduit la montée du programmatique garanti que j'évoquais, et une certaine forme de saisonnalité. On est à 16,4 en fin d'année, c'est quand même assez important. Et vous voyez qu'en fait, il y a des moments clés dans l'année où on a des annonceurs, des agences qui veulent sécuriser les inventaires et donc qui vont être plus intéressés par ce type de deal garanti. On ne partage pas de chiffres pour les autres pays dans ce baromètre, on se concentre sur la France. Si on l'avait fait, vous auriez vu que le programmatique garanti est fort en France, que la France fait vraiment partie des bons élèves par rapport à nos voisins européens, et on est vraiment dans les top pays en ce qui concerne les parts de voix du programmatique garanti. Alors c'est quand même une montée assez significative qu'on suit d'année en année. Là aussi, ce sera intéressant de se retrouver plus tard pour voir si on garde le cap ou pas sur le PG. On a vu dans l'observatoire de l'IPUB, dont on parlait encore tout à l'heure, que le gré à gré tenait bien. Et donc, on se posait la question, en tout cas, je me pose la question de savoir s'il y a un plafond de verre sur ce fameux programmatique garanti par rapport au gré à gré, ou si on peut en effet continuer à monter, ce qui sous-entend sans doute voler des budgets au gré à gré. On parle ici en volume, c'est quand même un rappel pour dire que c'est un marché qui reste en volume quasi exclusivement en open auction, c'est 94% des volumes, c'est évidemment, ça vous le devinez, encore une fois, des CPM qui sont largement inférieurs à ce qu'on trouve sur les autres types de deals, ce qui explique les différentiels de volume. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est très classique, ça ne change pas. Preferred deal, on est sur 5 fois la valeur de l'open auction. Et si on regarde le programmatique garanti, on est à 9 fois la valeur de l'open auction en termes de CPM. Évolution des CPM, justement, d'une année sur l'autre, donc tous à la baisse. Alors, baisse de private auction, je ne l'ai pas signalé sur la slide précédente, alors que c'était peut-être le point le plus important. Je vous parlais de la baisse du private auction. On était à 10, rappelez-vous, en 2020, on est à 3 et quelques cette année. C'est avant tout une baisse en volume. C'est vraiment les budgets qui sont consacrés à l'open auction qui diminuent, c'est pas une baisse en valeur. Alors je peux vous remontrer la slide précédente, d'ailleurs ça va être un peu plus clair. On était à 3 points ici, on passe à 1 point. Donc c'est vraiment un type de deal qui disparaît doucement. Ce -1 ici, représente pas grand-chose face à la baisse de volume. Donc ce qui est plus intéressant, c'est de regarder que le PG, on parlait de sa hausse, tient plutôt bien en CPM. On est quasi flat, et donc en baisse de -7 et de -12 sur Open Auction et Preferred Deal. Là encore, dans l'objectif de vous donner un peu plus de granularité, on a cassé nos 4 formats par type de deal. Alors l'exercice est assez simple. Si je vous dis display et native, vous me répondez Open Auction massivement, 78 et 89. Si je vous dis vidéo, répondez-moi programmatique garanti, répondez-moi deal, mais vous voyez que la part de l'open auction est beaucoup plus faible. Et si je vous dis audio, répondez-moi d'abord gré à gré, avant programmatique. Ça reste un marché qui est vendu en gré à gré, qui s'ouvre au programmatique. Et vous voyez, quand on parle de programmatique en audio, on parle avant tout de deal et assez peu d'open auction. Je vous parlais d'un marché qui se démocratise, qui se rationalise. Oui, typiquement, on s'attend à voir l'open qui monte tout doucement au fur et à mesure que l'offre augmente. Et vous vous rappelez, je vous disais que les CPM du deal étaient largement de l'audio était largement supérieur au CPM du display, typiquement. Vous l'expliquez aussi comme ça, par le fait qu'on est essentiellement sur un marché de deal. Je vous disais, le deal, 5 fois le CPM de l'open auction. Donc vous faites le lien aussi entre CPM, type de deal, et format. On va parler un petit peu de curation, des curated marketplace, qui sont l'un des gros changements qu'on vit aujourd'hui sur le programmatique. D'abord, en vous réexpliquant rapidement ce que c'est, il n'y a pas de définition complètement standardisée. Donc nous, on parle de deals qui sont pluriéditeurs,
qui vont être poussés aux acheteurs sans l'intervention de l'éditeur, à l'initiative du SSP ou d'un curator. Et on est sur, que ce soit clair, hein, quand vous regardez la supply chain, on est vraiment sur des produits qui trouvent leur place entre les acheteurs et les éditeurs. Et on voit que c'est un produit qui a beaucoup de succès. Alors, on a une courbe qui n'est pas si évidente que ça en 2022, qui est un petit peu chaotique même, mais on est quand même un chiffre qui est nettement en croissance. On était à 2,4% de part de marché en 2021, on est à 3,2% en 2022. Et je l'éclaire de deux manières, en disant d'abord qu'on sous-évalue. On sous-évalue parce que c'est pas facile de capter la data de manière très claire sur les curated marketplace. On a beaucoup de SSP qui en font, mais il n'y a pas de reporting très transparent sur le sujet, donc pas mal de travail de notre part pour essayer de capturer cette information. Et deuxième point, c'est que vous pourriez me dire, bon, ben, ouais, 3.2 sous-évalué, peut-être 4, c'est pas tant que ça finalement. Oui, mais si vous regardez les SSP qu'on voit actifs, qu'on a identifiés comme actifs sur le marché, vous allez trouver Equative, Index, Magnite, PubMatic, Xandr, ils ne sont pas tous là, il y en a plus que ça, mais c'est ceux avec lesquels on arrive justement à récupérer de la data. Vous ne trouvez pas Google. Et Google, comme sur les DSP, hein, c'est un acteur qui est évidemment majoritaire au niveau du sell-side. Donc ce 4 points, ce presque 4 points sur les curated marketplace, il ne faut pas le rapporter en fait à tout le marché, il faut le rapporter au marché qui est occupé par les acteurs alternatifs à Google. Donc on est sur un marché qui est plus petit, ça veut dire que ce 4%, il pèse bien plus lourd en fait, que ce que je vous dis hein, avec ce chiffre. À titre d'exemple, quand on regarde un éditeur aujourd'hui, le couple en fait régie SSP, sur des SSP qui sont actifs parmi ceux qui sont là, on peut avoir jusqu'à 15-20 points du revenu d'un éditeur sur un de ces SSP qui provient de la curation. C'est énorme. Ça veut bien dire que ce chiffre que je vous donne là, il faut vraiment le prendre avec du recul. On est sur un phénomène assez important en termes de croissance sur les curated marketplace. Et je finis avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je vous disais, rappelez-vous, quand je vous ai montré l'open auction, on regarde du sell side. Et là, je vous dis, curated marketplace, quand on a un acheteur, on va le voir comme du deal. On va acheter un deal. Quand ça passe dans le SSP, de manière majoritaire, à plus de 90%, ça se transforme en open auction. Donc c'est vu par une régie comme de l'open auction, c'est vu par un acheteur comme du deal. Donc je vous ai dit 74,3% d'open auction quand on regarde le marché avec les yeux d'un éditeur. Si je prends ces 4 points de curated marketplace et donc je regarde le marché comme un acheteur, je ne suis pas à 74,3% d'open auction, mais je suis à 70%. Okay, donc le marché en fait est un peu moins open auction que ce que je voulais annoncer avec les curated marketplace, connaissent un vrai succès et donc on s'attend à ce que ça grossisse et que ça diminue en fait la part de voix de l'open auction du point de vue des acheteurs. C'est un petit peu compliqué cette transformation en milieu de supply chain. Assez parlé de type de deal seul, on va les regarder par format. Là aussi, c'est des slides qui sont peut-être plus intéressantes à regarder quand vous aurez le document chez vous. Donc, vous découvrirez que l'open auction est toujours dominé par les petits formats plus formats moyens, mais qu'ils sont en baisse. Et ils sont en baisse au profit quand même de la vidéo et du native. Je ne rappelle pas ce qu'on a discuté sur le native, mais le lien est évident. Si on regarde tout ce qui est deal, donc préfère deal et private auction, pas de grosses nouveautés, je ne vous ai pas présenté la slide, hein, mais vous avez, pour chaque format, vous avez deux courbes. La courbe 2022, c'est celle du dessous, et la courbe 2021, c'est celle du dessus. On parle en part de voix. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un type de deal qui est dominé par la vidéo. On est sur des produits qui sont plus quali, pas étonnant de trouver de la vidéo. On voit quand même la baisse des grands formats qui est assez marquée ici. Et si on finit par le programmatique garanti, vidéo, programmatique garantie égale vidéo. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à quasi 50% de part de voix. On y sera sans aucun doute l'année prochaine, au-dessus des 50% de part de voix de la vidéo sur le programmatique garantie, qui prend de la valeur à un autre format. Et vous le voyez, c'est au format moyen. Donc c'est le display hein, qui est vraiment en recul sur le programmatique garantie au profit de la vidéo. SupplyPass.
On arrive tout doucement à la fin de la présentation. Donc SupplyPass, quelque chose qui est un petit peu technique aussi. Et on parle de ces solutions qui sont mises en place par les éditeurs, par les régies, pour augmenter le niveau de compétition, accéder à plus de demandes pour leurs inventaires. 3 technologies majeures aujourd'hui qui sont utilisées. Prebid, qui est une solution open source, qui va permettre aux éditeurs d'installer un script sur leur page, voire sur leur app, je ne rentre pas dans le détail technique, pour pouvoir connecter plusieurs SSP à leurs enchères programmatiques. On a une solution propriétaire Google qui s'appelle Google Open Bidding, qui est une solution server-side. Donc quand on est client de Google Ad Manager, on peut activer cette solution là aussi pour intégrer des SSP de manière relativement sans couture et rajouter de la demande dans ces enchères programmatiques. Et dernière arrivée sur le marché, c'est Transparent Ad Marketplace, qu'on appelle TAM chez nous, de Amazon, qui est une solution qui est assez similaire à Google Open Bidding, hein, donc une solution propriétaire Amazon qui va permettre non seulement de connecter plusieurs SSP à ces enchères programmatiques, mais surtout de construire un tuyau privilégié pour la demande Amazon. On a vu l'augmentation de la part de voix du DSP Amazon ensemble lorsqu'on regardait les bidders. Là aussi, faites le lien avec ce service TAM, qui est évidemment un canal privilégié pour le bidder Amazon et acheter sur les inventaires des régies. En termes de part de voix, alors Prebid qui reste largement dominant et finalement assez stable d'une année sur l'autre, c'est en regardant la concurrence qu'il se passe des choses intéressantes. On voit une baisse de Open Bidding qui profite directement à Amazon. Ils sont au coude à coude aujourd'hui, 3 points, 2,9. On s'attend là aussi, l'avenir nous le dira, à ce que Amazon dépasse Open Bidding en 2023. Open Bidding qui a eu des soubresauts quand même en 2022 pour ceux qui ont suivi l'actualité, puisqu'on a plusieurs DSP qui ont suspendu, arrêté leurs achats sur Open Bidding. Je pense à The Trade Desk, je pense à Amobi, je pense à Yahoo qui ont complètement coupé leurs achats. Xandr qui n'achète pas sur Open Bidding, donc c'est des vrais freins aujourd'hui pour Open Bidding. Et on voit que Amazon, dopé en particulier par la demande Amazon, progresse relativement bien. C'était la dernière slide. On passe aux quelques points clés qu'on a voulu retenir sur le baromètre de cette année. On revient évidemment sur la dégradation des investissements programmatiques, moins 15, moins 5, moins 2. Vous vous rappelez des chiffres qui ont été surtout visibles à partir de la fin du deuxième trimestre et très marqués sur le second semestre. L'audio qui vit à part et qui lui connaît la croissance d'un marché jeune et dynamique. On est sur, en termes de secteur, un marché qui reste dominé par la distribution, l'automobile, le tourisme qui monte, la baisse du CPG et de l'électronique grand public. Le marché des bidders, on s'est bien arrêté dessus, qui reste très concentré, le top 5 à 86%, et DV360 largement en tête. Les CPM vraiment à la baisse sur le display et le vidéo, on a à moins 10, moins 3, et vous avez vu le coup de frein sur le deuxième semestre. Le PG qui garde le vent en poupe, malgré le contexte, avec plus de 11% de part de voix, et puis c'était sur la slide avec les différents segments, on est à 21% de part de voix sur la vidéo, donc progression très remarquable. Les curated marketplace, j'en ai beaucoup parlé, 3,2% du marché, c'est sous-évalué, ça progresse de 35% en part de voix d'une année sur l'autre, vraiment un secteur à observer de près. Et en termes plus technologiques, SupplyPass, Prebid, qui reste la solution majoritaire, avec le croisement Amazon Open Bidding, Google Open Bidding, qui est intéressant en 2022. Arthur vient de retirer son masque. C'est avec l'ambition de nous parler. C'est bon signe pour vous. Moins pour moi, mais pour vous, c'est bon signe. Merci beaucoup, Jean-François. C'était très riche. Alors, juste, je vais en profiter pour rappeler que vous allez recevoir, en tant que membre de l'Alliance, vous allez recevoir un mail normalement qui va partir incessamment sous peu. Vous aurez accès donc à cette présentation, enrichie évidemment de quelques slides complémentaires, notamment sur les CPM, comme vous l'a évoqué Jean-François. Donc une vision complète sur les CPM par format. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je
vous propose d'aller prendre un café et manger quelques petites viennoiseries de ce magnifique buffet. Et je vous dis à la prochaine fois, c'est-à-dire normalement fin juin, début juillet pour le semestriel. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde.